me corrigerez ça. Médecin spécialiste en médecine familiale depuis 1991. Spécialisé et certifié en maladies des dépendances liées aux substances et aux dépendances liées au comportement du jeu de hasard, du sexe et de la codépendance. Dr Sader a été invité maintes fois par des fraternités telles AA, CA, Al-Anon. Il a parlé au Congrès international des AA à San Antonio en 2010. Il a présidé la cérémonie de remise d'une plaque à l'hôpital Douglas en 2014. Il a présenté une causerie sur l'ivresse mentale au Congrès régional de 2017. Alors, Dr Sader, je vous invite à prendre la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et écoute, c'est un privilège d'être là. Région 87, Montréal, vous avez eu une super belle initiative. C'est un privilège juste d'être là. Mon nom est John, puis je suis un être humain. Il y a une histoire derrière ça. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui m'ont déjà vu, qui ont déjà connu, mais bon, il y a la majorité probablement. Vous ne connaissez pas l'histoire, que c'est que je fais, moi, en toxicomanie. C'est une longue histoire. On va la raccourcir parce qu'on ne va pas prendre toute la soirée jusqu'à 11 heures. Mais ça vaut la peine. Puis souvent, je commence mes présentations en remerciant un membre qui s'appelle Michel. Michel, c'est un membre A que j'ai rencontré dans des circonstances particulières. J'étais à McGill en dernière année de bac en biogénétique puis en psycho. Puis j'avais un choix en dernière année de faire un projet spécial sur la sérotonine avec des chimpanzés puis des injections dans la tête puis away, let's go. Ou de faire une étude sur la génétique de l'alcoolisme. Moi, j'ai choisi la génétique de l'alcoolisme parce que je trouvais que la sérotonine, ça allait nulle part. Puis, c'est ça. Fait que j'ai rencontré Dr Maurice Dongier, entre autres, Roberta Palmer, des gens très importants en toxico à McGill, à l'université. Et on ramassait du monde qui venait nous voir parce qu'il y avait un parent qui avait un problème d'alcool. Puis là, moi, ma job, c'est de faire des arbres généalogiques, puis voir comment ça s'hérite. C'est-tu par la mère, par le père, par le frère? C'est quoi cette affaire-là? Ça saute-tu des générations? En tout cas, après un certain temps, plusieurs semaines, Dr Dongier me vient me voir et dit « On a un problème. On n'a pas un gros budget. On fait des questionnaires avec des gens qui sont ici parce que papa, maman, mon oncle, ma grand-mère étaient alcooliques. Et on découvre avec nos questionnaires qu'eux-mêmes sont alcooliques. On n'a pas de budget là, pour toutes les traiter, ce monde-là, mais éthiquement, on est obligé de faire de quoi. » Fait qu'il dit « Moi, là, dans le grand livre de médecine, le Harrison, là, c'est écrit ici, là, regarde, là, que le meilleur traitement pour les alcooliques anonymes, pour l'alcoolisme, c'est les alcooliques anonymes. » Fait que, il paraît qu'il y en a qui pensent que c'est une secte, il y en a qui pensent que c'est une religion, il y en a qui pensent que c'est du brainwashing. Puis Dr Dongier, c'est un gars sage, puis c'est un bon prof. Il m'a dit, tu vas y aller 5 à 7 fois, puis là, il a ri parce qu'il y a 5 à 7. Puis tu vas décider pour toi-même qu'est-ce que tu en penses. Est-ce qu'on peut référer ce monde-là, là-bas, en bonne conscience? Fait que je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, là, mais la grosse église à côté du musée des Beaux-Arts, le Erskine American Church, qui a été converti, acheté par le musée des Beaux-Arts il y a 2-3 ans, bien, il y a 30 ans maintenant, il y avait un meeting là-bas les vendredis soirs, 200 personnes faciles. C'était un espèce de gros meeting. Ça m'a pris, sans être alcoolique, à peu près 5 semaines pour trouver le courage d'y aller. Fait que j'arrive là, puis je suis accueilli par l'accueil. Michel de Saint-Hippolyte, puis 2 de ses, je sais pas, assistants, mettons, à l'accueil. Puis j'arrive là, puis Michel, il a bien vu que j'étais nouveau, tu sais. Salut, mon nom est Michel, je suis un alcoolique, puis salut, mon nom est John, puis je suis un être humain. Fait que Michel, il dit, ben là, qu'est-ce que tu fais ici? Puis là, j'y ai expliqué.
Dr. Dongier, McGill, Allen Memorial, le Douglas, cette étude génétique, je suis là pour apprendre un peu c'est quoi. Puis Michel, il m'écoutait de même. Puis il regardait ses deux chums comme ça. Puis c'était écrit en néon, là, ça flashait, là. C'était menterie-long, là, j'ai jamais entendu parler. Et donc, ben bon. Fait que, ben, ça arrive, il y a du monde. Je suis là pour mon frère, c'est pas moi. Hein? Fait que là, ils se sont mis au cours des prochaines semaines à se mettre 10 contre moi, 5 contre moi, 1 contre moi. Michel m'a acheté de la bière pour que je perde le contrôle, puis je finisse par avouer, tu sais. Bon, fait que ce qu'ils ne savaient pas, c'est que moi, quand j'étais jeune, j'ai vécu plusieurs traumatismes à répétition, des grosses affaires. C'était vraiment quelque chose de difficile. Puis à un moment donné, j'ai comme mis un mur entre moi et le monde parce que le monde était dangereux. Puis je suis resté comme ça, emmuré, protégé par les murs de mon château, qu'après un certain temps, ton château, si tu es bien emmuré, ça devient une prison. Fait que moi, je me promenais comme ça, puis j'ai eu une expérience de vie un peu... J'ai eu des belles affaires, là. Y en a-tu qui ont déjà entendu parler de Mikowa? Ça vous dit-tu quelque chose? Mikowa? Mikowa, là, c'était un village de roulotte à 70 000 de Bécomo, direct dans le bois vers Outarde 4 puis Manic 3. Mon père est ingénieur junior sur Manic 3, puis on est parti de Ville-la-Salle quand j'avais 9 ans pour vivre 2 ans à Mikowa dans une roulotte. Puis ensuite, on a fait comme dans la chanson de Richard Hullet, de la Manic à la Baie James. T'sais, on est parti à Matagami. Je suis resté à Matagami pendant 2 ans. C'est pour ça que je parle de même. Puis, c'est leur faute. Pour ensuite, à 12 ans, après avoir vécu 4 ans dans une roulotte, puis avant ça à Ville-la-Salle, arriver à Saint-Lambert. Où est-ce que tout le monde se connaît depuis qu'ils ont 2 mois, si ce n'est pas 2 semaines. OK? Où est-ce que c'est de même? Puis, ça n'aurait pas été si pire si, au lieu d'être bien bon au tennis puis bien bon au soccer, j'étais bien bon au hockey puis au football. Mais c'est bien de valeur dans mon temps. Soccer puis tennis, là, ça passait pas comme bien masculin, ça, là. OK? Puis j'étais pas bien beau. À vrai dire, j'étais bien laide. OK? Vraiment. Je vous montrerai pas une photo, là. On va perdre la moitié d'entre vous, là. Ça va vous traumatiser. Fait que, suffit de dire que j'avais mes grosses lunettes de coke, j'avais des broches, une dent cassée dans le milieu, puis ma mère insistait que si je me peignais les cheveux sur le côté, un jour, ça allait devenir droit. Oh boy! Yeah, oh boy! Imagine l'image, tu sais. Bon. Fait que dans le Grand Nord, j'étais spécial. Il y avait juste une autre famille d'anglophones dans un village de roulotte de 3000 personnes. Fait que j'étais pas une grosse menace, tu sais, moi puis mes 2 petits frères. Puis j'étais spécial. Tu sais, j'étais le token English kid du coin. Fait que là-bas, eux autres se sont pas sentis menacés. J'ai eu du fun. Je me suis fait plein d'amis. J'étais super gêné de base. On s'en va à Matagami. 2 autres familles anglophones là-bas. Bon, OK, c'est pas pire, c'est le fun. J'arrive à Saint-Lambert, puis j'ai rien de spécial, là. Puis en plus, regarde, je suis pas très ragoûtant. Fait que t'essayes de rentrer dans la gang. Puis t'essayes de rentrer dans la gang. Tu fais tout. Tu te fais des petits mauvais coups. T'essayes d'être bon à l'école. T'essayes par exprès d'être juste moyen pour pas sortir du groupe. Hein? J'ai essayé de jouer au hockey. Écoute, je patine encore comme John Ferguson. OK, regarde, vraiment, je ne l'ai pas. Fait que vers l'âge de 15-16 ans, c'était trop. C'était juste trop. J'étais déprimé. J'étais suicidaire. C'était pas possible. Il n'y avait pas moyen. Puis à un moment donné, devant une table pleine de pilules, j'ai comme décidé, écoute, je vais faire mal à ma mère, mon père, mes 2 frères, les 3-4 bons amis que j'ai, puis ceux qui m'écœurent, ils vont même pas remarquer que je suis parti. Fait que là, j'ai dit, the hell with that. On remet tout ça dans la pharmacie,
moi, je vais leur prouver que je suis quelqu'un. Et je me suis mis à étudier plus fort. Puis, j'ai réussi plus fort, parce que tu travailles plus fort, tu deviens plus fort. C'est juste de même. Et j'ai réussi dans mes études un peu parce que j'haïssais le monde. OK? Fait que moi, ensuite, ma déprime est comme devenue moins pire, mais on pourrait quasiment dire que j'étais dans un petit peu une ivresse mentale. J'étais fâché, je carburais de même, mais ma déprime, la grosse déprime, a diminué de 3/4, mais j'avais toujours un petit fond. Comment ça va, John? Je survis. Moi, c'était moi. Moi, je survolais la vie comme le vilain petit canard qui avait peur d'atterrir sur le lac parce qu'il avait peur de se faire manger par les gros cygnes, tu sais. Fait que moi, j'étais en mode survie. J'avais des idées suicidaires à peu près aux 2 semaines. Ça allait bien à l'école, mais c'était pas extraordinaire. Puis, j'avais perdu la foi en l'humanité. Tu sais, j'essayais de réussir parce que j'aimais pas le monde. Fait que là, j'arrive, puis Michel, puis ses chums, ils font ça, ils me prennent de même. Puis là, il n'y a personne qui a essayé de m'abuser, il n'y a personne qui a essayé de me voler de l'argent. Ils ont juste fait tout dans leur possible pour aider à sauver la vie d'un inconnu qui pensait alcoolique, mais qui ne l'était pas. Moi, ça m'a réconcilié avec l'humanité. J'ai dit, what the hell, où est-ce qu'ils étaient, tout ce monde-là, avant? Puis là, quand c'était le temps de choisir qu'est-ce que je faisais, j'ai dit, sais-tu, moi j'applique en médecine, puis je travaille en toxicomanie. Moi, j'étais vendu là. J'ai fait pour Dr Dongier les 7 meetings, puis ensuite j'ai fait du mouvement 1 à 2 fois par semaine pendant à peu près 2 ans. Puis j'ai fait le programme comme si j'avais un problème. Écoute, quand j'ai commencé à faire moins de meetings, parce que là, il y avait trop de choses à l'école, puis tout, puis de toute façon, le meeting était comme intégré en dedans de moi. Vous connaissez le feeling d'être tout seul dans une foule? Oui. Connaissez-vous le feeling d'être dans une foule même quand tu es tout seul? Oui. Hein? Parce que là, c'est parce que vous êtes bien, là. Avant, j'embarquais dans un autobus, je prenais le premier siège en avant, je regardais personne, je checkais en avant, peut-être je disais 2 mots au chauffeur, puis là, je débarquais. C'est devenu que j'étais capable de rentrer dans le milieu de l'autobus puis de me sentir avec 40 personnes que je ne connaissais pas. C'était le fun, ça. Fait que ce qui s'est passé dans le mouvement, ça m'a réconcilié, j'ai fait du mouvement, puis j'ai décidé d'aller là-dedans par la suite, puis c'est ça qui est arrivé. Parce qu'il y a eu un gars à l'accueil qui était correct. Fait que s'il y en a ici qui font de l'accueil, là, il n'y a pas de saut métier. Parce que Michel a changé la toxicomanie au Canada. Parce que je donne des conférences partout au Canada. Je donne des cours aux médecins partout au Canada. OK? On n'est pas assez. On essaye de faire pour que... Puis ça va en prendre du nouveau sang parce que, tu sais, je ne suis pas éternel, là. Puis j'ai une expérience qui est pas mal différente de la plupart du monde. Fait que, pour l'ivresse mentale, c'est quoi cette affaire-là? Bien, il faut comprendre un peu c'est quoi votre maladie. Ou peut-être qu'on pourrait dire que c'est peut-être même pas une maladie. Là, je ne veux pas aller contre les grandes sociétés américaines, là, mais je ne suis pas sûr que c'est une maladie propre dite au départ. OK? De la façon que si tu as 8 ans, puis tu aimes bien gros les jujubes, puis le sucre, c'est pas nécessairement une maladie. Mais si tu manges des jujubes, puis du sucre, puis des biscuits, puis ouais donc, pendant 35 ans, tu vas devenir diabétique. Et là, tu as une maladie. Puis là, tu as fait comme Obélix, tu as eu ta part. OK? C'est quand même intéressant, Obélix. Hein? Il fout rien, hein? Puis il est gros de même, puis c'est le plus fort, puis tu sais, petit Astérix, il faut qu'il court. Fait que... Oui, mais il est tombé dans la potion Marie. C'est ça. Puis il n'a plus le droit d'en prendre. Hein? C'est intéressant, ça. Fait que... Ce qu'on a découvert en médecine par rapport à la maladie de l'alcool ou l'état d'alcool,
C'est pas vrai pour tout le monde. C'est vrai pour 75 à 80% de gens qui développent un problème d'alcool. C'est que 75 à 80% d'entre vous sont nés, vous venez au monde avec un problème d'être un malentendant pour le plaisir. Vous avez un problème de fun. OK? Et c'est génétique. C'est de même. Vous avez les récepteurs. Quand la dopamine est stimulée et relâchée, elle voyage d'un neurone à l'autre. Puis dans l'autre neurone, il y a comme des gants de baseball pour l'attraper, la dopamine. Bien, vous autres, vos gants de baseball sont mal faites. Ou différemment faites. Ils ne sont pas bonnes pour capter la dopamine. C'est comme si on met la musique, puis vous ne l'entendez pas. Un malentendant, qu'est-ce qu'il fait avec la musique? Pour pouvoir l'entendre. Il augmente le volume. Il augmente le volume. Mais là, si tu viens chez nous, puis moi, je suis à moitié sourd, puis le volume, je regarde le Canadien, puis c'est à 99, puis les murs shake, puis le plafond shake. Votre premier réflexe, c'est « John, voyons donc, c'est que tu fais là, es-tu malade? » Puis là, mon frère dit « Hey, mon frère, il n'entend pas. » « Ah, c'est correct à ce temps. » Comme la sourdité relative pour le plaisir, ça ne paraît pas d'en face. Alors, étant donné que c'est pour le plaisir, on n'augmente pas le volume de bruit, on augmente le volume de la vie. On fait le party plus souvent, plus longtemps, plus fort. Ça ne finit pas à 11 heures, il faut que ça finisse à 3 heures. Ça ne finit pas avec 3 bières, il faut que ça finisse avec 12. Il faut que ce soit jeudi, vendredi et samedi, parce que juste samedi, c'est pas assez. Puis si tu fais pas ça, tu as un problème. Si tu fais pas ça, si tu prends le plaisir d'une vie normale, d'une personne normale, et tu la verses dans ton vide à toi, écoute, il n'y a rien là-dedans. Hey! Puis la dopamine, si t'en manques, il s'ensuit une sorte de dépression légère, chronique, il manque toujours de quoi. Il manque toujours de quoi. Tu sais, ces gens-là, ils ont 5 ans, puis ça prend des patins de 900 $, un hockey à 350 $. Les cadeaux de Noël, c'est mieux d'être gros de même, puis d'avoir 3 boucles. Parce que si c'est petit de même, ben voyons donc. Quand ils vont chez Dairy Queen, crème glacée moyenne à la vanille à son frère est bien content. Crème glacée vanille moyenne, ben papa, ça goûte le carton, papa. Moi là, papa là, banana split, brownies, extra cerise, extra sauce. Non, tu vas avoir ce que ton frère va avoir, puis c'est ça qui va être juste. Est-ce que c'est juste? Non. C'est pas juste. C'est pas juste. Mais ça paraît pas. Ça paraît pas. Fait que on a une personne qui est pendant longtemps sur une espèce de mal de vivre relatif. Parce qu'on insiste pour qu'il soit normal. Hey, les parents sont drôles. Hein? Les parents, ils veulent tous que leurs enfants soient extraordinaires tout en étant ordinaires. Je veux que tu deviennes Guy Lafleur, mais tu n'as pas le droit de jouer au hockey de 9h le matin à 8h le soir. Il faut que tu sois raisonnable. Oh, really? Ça va marcher de même. OK? Ça ne marche pas comme ça. Mais les parents sont des fois, ils font des erreurs. Puis pour ceux d'entre vous qui sont parents, qui êtes parents, il va falloir retenir ça. Parce que c'est génétique. Vos enfants ont des chances augmentées d'être pareils comme vous autres. Puis si vous insistez qu'ils soient normaux, vous allez manquer votre shot. Il faut leur apprendre comment être extraordinaire d'une bonne façon, d'augmenter le volume d'une bonne façon. Fait qu'il arrive à 15 ans dans le parc, Paul et ses 2 chums avec une caisse de 12. Ces 2 chums en prennent 2 chacun, puis après ça, ils sont pleins, ils n'en veulent plus. Paul en a pris 8, il veut encore tourner au dépanneur. Ces chums le regardent aller, écoute, t'as vomi 3 fois, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas retourner au dépanneur, on va rentrer à la maison. Ben non, c'est le fun! Puis Paul, de son côté, il nous regarde de l'autre bord, puis c'est donc bien plat.
Vous aimez pas ça, vous amuser? Parce que tout le monde assume que l'autre est comme nous autres. Fait que pour lui, nous autres, on n'aime pas ça, s'amuser. Puis pour nous, c'est un malade mental. Parce que, écoute, tu sais, la fille, la deuxième plus belle de l'école veut sortir avec lui, elle n'est pas assez belle pour lui, il faut que ce soit la première ou rien. OK? S'il compte 2 buts, il va brailler parce qu'il n'a pas eu son tour de chapeau. OK? Il vit de même. Puis tranquillement, à l'adolescence, puis c'est pas juste la dope, hein? Il faut être conscient qu'ici, on vit dans une société, en Amérique du monde, puis de plus en plus à travers le monde, de consommation. Vous êtes, sans le dire exactement de même, mais c'est pas loin, là. On vous donne l'impression que vous êtes ce que vous avez. Même dans le langage. Des années 50, on rencontrait quelqu'un, puis « Comment es-tu? » C'est le verbe « être », ça. « Comment es-tu? » C'est rapidement, au cours des années, c'est devenu « Comment vas-tu? » Puis ça, c'est le verbe « aller ». Là, on n'est plus dans « être » pantoute, on est dans « aller ». Ensuite, ça continue, puis c'est devenu « qu'est-ce qu'on fait? » Puis là, tu entends les gens parler, puis quand il y a quelqu'un qui file mal, on lui dit « qu'est-ce que t'as? » Oh! On est parti du verbe « être » au verbe « avoir ». Qu'est-ce que t'as? Ça, là, un enfant, quand il entend ça, il ne peut pas s'empêcher de dire « Écoute, j'ai un malaise, je me sens pas bien, papa me demande qu'est-ce que j'ai. Oh shit, il faudrait que j'aille quelque chose. Si j'avais quelque chose, je vais me sentir mieux. » Et, ouais. Fait qu'on peut commencer à consommer. Il y a quelqu'un tantôt qui a dit, on peut-tu faire de l'ivresse mentale sur d'autres choses? Ben, tu peux... Moi, je considère que quand j'étudiais comme un débile, là, j'étais un petit peu en ivresse mentale. On peut être ivresse mentale sur notre travail. On peut faire rien que ça. Money, 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 work, 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 occupé tout le temps. Mon boss s'en plaindra pas. Mais ma femme, mes enfants vont se plaindre, par exemple, parce que je ne passe pas de temps avec eux autres. Puis, le cerveau, il est vraiment bien fait. Parce que le cerveau, il n'est pas juste fait de même, il est fait de même. C'est-à-dire qu'il y a un enzyme dans le cerveau qui s'appelle la monoamine oxydase, qui digère la dopamine du plaisir. Fait que c'est toujours à refaire. Tu mets 12 bières, ça remplit. OK, bon, je suis correct un bout. Puis là, le temps passe, puis le temps passe, puis le temps... Oh, je suis moins encore correct, là, ça va m'en prendre encore. Ou plus de travail, ou plus de blonde, ou plus de Internet, ou plus de whatever que je décide que je vais me remplir avec cette semaine. Et donc, c'est voué à l'échec, ça, cette affaire-là. Ça va mal. Ça va vraiment mal. Et pendant longtemps, étant donné qu'eux autres pensent que tout le monde est comme eux et qu'il y a une gang qui sont très plates, ben, ce qui se ressemble s'assemble. Et ceux qui consomment s'assemblent. Et ceux qui ne consomment pas s'assemblent. Et là, on a comme un discours de sourds. On ne comprend pas. Les non-consommateurs ne comprennent pas, puis les consommateurs ne comprennent pas, puis tout le monde consomme. Demande à un consommateur de 17 ans. Tous ses amis fument du pot. Really? Les statistiques disent pourtant 26%. Mais tous tes amis! OK. Mais c'est vrai que tous ses amis. Guy Lafleur, tous ses amis jouaient au hockey. Ah ben qu'un. Ça veut dire que tout le monde joue au hockey. Bon, c'est pas le même, ça marche. Fait que, ils se ressemblent. Ils s'assemblent, puis ils continuent leur joyeux petit chemin, encouragés par une société qui encourage. Tu es un bon papa si tu achètes une Volvo puis tu mets des Michelin dessus, parce que tu vas protéger tes enfants. Hein? C'est le non-dit de l'annonce, mais c'est de même que ça se passe. OK? C'est de même que ça se passe. Fait que,
Ben, c'est normal. Tout le monde me dit de consommer. Je suis un bon consommateur. Vous savez, George Bush, quand c'est arrivé 9/11, là, la première chose qu'il a dit, c'est qu'il faut que vous soyez des bons Américains, allez consommer. C'est la première chose qu'il a dit. Fait que, quand tu embarques là-dedans, puis t'achètes ça, puis que ça marche, même si ça marche seulement un certain temps, ben, OK, on continue. Mais à un moment donné, la consommation, quelle qu'elle soit, va t'emmener des problèmes. Tu es obligé d'arrêter. Les gens arrêtent, que ce soit l'alcool ou n'importe quel des produits ou n'importe quel des... Ça peut être le casino, là. C'est la même dopamine. N'importe quoi qui te fait plaisir peut être abusé et devenir un problème. Fait que, à un moment donné, il faut que tu arrêtes. En moyenne, pour l'alcool, ça prend environ 17 ans après le début des problèmes pour qu'une personne consulte. Donc, j'ai perdu ma première blonde à 17 ans à cause de l'alcool. Les chances sont qu'à quelque part entre 30 et 35 ans, je vais apparaître en thérapie. Ça prend à peu près 17 ans. Plus que la drogue est forte, moins que ça prend du temps. Donc, la coke, ça gruge le budget, ça, en plus du nez. Fait que tu arrives un petit peu plus vite, en général. Puis, du crack, encore plus vite. Fait que, à un moment donné, ils arrivent en thérapie, puis, dans leur tête, c'est l'alcool le problème. C'est pas que je me remplis avec des choses pour me stimuler artificiellement, pour oublier mes problèmes. C'est pas ça, c'est l'alcool. On est tous un peu facile sur la gâchette de c'est la faute à quelque chose à l'extérieur de moi. Hein? Toujours la faute. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute des médecins, c'est la faute des profs, c'est la faute du climat, c'est la faute de la neige, c'est la faute de... Tu sais, c'est pas parce que toi, tu conduisais trop vite hier que tu as eu un accrochage. C'est à cause de la neige. Puis la Ville de Montréal qui l'a pas ramassé. Wow. OK? Fait que, ils arrivent comme ça en thérapie, on les désintoxique, OK? Sur le bout médical, dépendamment de la thérapie, on va plus ou moins parler de « Ouais, mais comment qu'on fixe ça, là? » Parce que ça, c'est héréditaire. T'es né de même, puis la mauvaise nouvelle, c'est que ça va rester de même le restant de vos jours. Tough luck. Vous allez toujours être malentendant pour le plaisir. Tout le temps. Et si vous répondez pas à ce problème-là de façon saine, ben, tu vas aller dans des meetings, puis tu vas tomber en amour avec Anne-Marie, puis là, tu vas tomber dans la dépendance affective. Ou tu vas te mettre à être un workaholic. Ou tu vas te mettre... Mais tu te comportes comme si tu étais encore sous l'influence de la consommation. Ta philosophie n'a pas changé. Tu as juste décidé qu'il y avait des bonnes choses que tu pouvais mettre là-dedans au lieu de mauvaises choses. Mais c'est la même urgence de vivre. C'est le même, je ne suis pas capable d'arrêter. C'est le même, je cours après ma queue tout le temps. Fait que, il y a de l'ivresse mentale là-dedans. Même s'il n'est pas ivre de façon alcoolique, avec mauvaise haleine, puis il se promène de même, mais son attitude, il est irritable, il est impatient, écoute, il faut que j'aille au casino à soir, il est agressif, et il n'est pas bien dans sa peau. C'est pas le fun d'avoir l'impression... Écoute, c'est comme si tu étais dans l'eau, là, puis tu te faisais aller les pieds et les mains tout le temps pour pas caler puis te noyer. Parce que si tu arrêtes, tu vas caler. Et là, on s'en vient vers quelque chose de moins scientifique. La définition de la science, c'est il faut être capable de mesurer quelque chose. Si tu n'es pas capable de mesurer quelque chose, la science ne s'applique pas. Y a-tu des choses qui ne se mesurent pas? Puis ça, on ne nous apprend pas beaucoup de ça à l'école de médecine. On apprend ça dans l'école de la vie, on apprend ça si on lit Aristote, on apprend ça si on lit du Platon, mais si on ne s'expose pas, on ne le sait pas trop. Vous autres, vous apprenez ça sans le savoir, mais
il y a peut-être moyen de se remplir avec quelque chose qui ne passe pas par le trou, qui n'est pas digéré. OK? Et les bonnes thérapies, ils vont vous dire, écoute Albert, là, pour les 2 prochaines années, je vais te donner une note du docteur, tu as le droit de jouer au golf 5 fois par semaine. Je vais dire à ta femme, tu as le droit de faire du meeting 5 fois par semaine. Tu as le droit de jouer au golf 5 fois par semaine. Tu as le droit d'être excessif dans le positif en attendant de bâtir d'autres choses qui vont venir te protéger du trou. OK? Et cette chose-là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Et on la possède pas, mais ça nous détermine. Ça nous empêche de terminer. Ça nous empêche de même de mourir. Ça ne se vieillit pas avec le temps. Tu sais, une Rolex, tu achètes ça à soir, puis dans 3 ans, elle va valoir moins cher. Le temps va passer. Mais si tu es loyal à ta blonde 1 semaine ou tu es loyal 3 ans, qu'est-ce qui vaut plus cher? 3 ans. Les valeurs humaines. Puis il n'y en a pas 2000. OK? Il y en a 13, 14, 15. Là. Le courage, l'honnêteté, la générosité, la compassion, la loyauté, l'intégrité, la fidélité, le respect, la bonté, le calme, l'humanité, l'humilité, puis l'amour. Ça, c'est les valeurs humaines et je vous mets au défi d'aller sur n'importe quelle planète, à quelque part où est-ce qu'il y a de la vie puis de la conscience, de découvrir du monde qui ne croient pas en ça et qui ne voudraient pas que leur meilleur ami soit comme ça. Y en a-tu ici, là, qui... Même les Hells, mais à l'intérieur de la famille des Hells Angels, si tu n'es pas respectueux, honnête, fiable, ça va aller mal. Ça va aller mal. Même eux autres, ils croient à ça. OK? Même eux autres, ils croient à ça, à l'intérieur de leur famille. OK? Fait que, puis, tu sais, Saint-Exupéry, le petit prince, il a dit « L'essentiel est invisible pour les yeux. » Mais il faut savoir lire. Esse, ça veut dire être en latin. En, ça veut dire à l'intérieur. Donc, essentiel, c'est ce qui a trait à l'intérieur. Est invisible pour les yeux. Ce qui est invisible pour les yeux, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Alors, Saint-Exupéry, ce qu'il a vraiment dit, c'est être n'est pas avoir. Pas bien qu'un. Puis avoir, avez-vous déjà vu du courage en vente à Jean Coutu, en spécial, dimanche? Tu sais, non. Les valeurs sont invisibles. On ne peut pas les voir. On ne peut pas les voir. Et on ne peut pas les posséder. C'est pas comme le dernier morceau de gâteau. Dernier morceau de gâteau, tu vas l'avoir, je vais l'avoir, on va la couper en 2, on va faire un compromis, mais il n'y aura pas plus de gâteau. Mais à chaque personne qu'on ajoute, on ajoute quelque chose de bien particulier. Y a-t-il du monde qui ont, ici, là, qui ont zéro peur, qui a rien qui les fait peur, il n'y a rien qui les intimide? Je vous souhaite que non. OK? À chaque fois qu'on ajoute un nouvel être humain, on ajoute des nouvelles peurs, des nouveaux défis, des nouvelles opportunités. Et donc, on ajoute l'opportunité d'être courageux pareil. Donc, ça ne nous appartient pas. Tu sais, le courage ne m'appartient pas. Si je suis courageux, ça ne t'empêche pas d'être courageux. Ça ne m'appartient pas. Mais ça me définit. Et j'investis mon temps puis mon énergie pour être courageux. Si j'investis mon temps puis mon énergie pour être courageux, je vais devenir courageux. C'est immanquable. C'est comme faire de la musculation. Les valeurs, ça c'est une autre affaire avec les valeurs qui est bien intéressante. Ça ne dépend jamais du résultat. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé. Si moi, là, je suis en amour avec Christine,
et Christine n'est pas en amour avec moi. Est-ce que ça enlève le fait que je suis en amour avec Christine? Pas pantoute. Si je suis généreux et je prête ma bicyclette favorite à ma nièce, les autobus sont en grève, il faut qu'elle marche 6 km à l'école le matin puis le soir, j'y prête ma bicyclette favorite. 2 semaines après, elle tombe, elle se casse les 2 bras. Ça enlève-tu le fait que j'ai été généreux? Non. Ça, c'est le fun. C'est pas le fun, ça, pour un dépendant? Ça vient avec une garantie. Si tu essayes d'être, c'est garanti que tu deviennes, pour l'esprit et pour le corps. Imaginez, Sader, il y a un gym, Sailor's Gym. J'ai un haltère, elle pèse 75 000 livres. Puis là, toi, je t'invite là, dans mon gym, là, tu vas venir 4 fois par semaine, tu vas t'entraîner 2 heures par jour avec cet haltère-là. Tu as le droit de faire ce que tu veux pour essayer de le bouger. Fait que tu vas y aller, puis OK. Puis là, tu vas tirer, tu vas pousser l'épaule droite, l'épaule gauche, tu vas pousser avec ta tête, les jambes. Tu vas tout faire. Après 2 heures, es-tu raqué? Bien raqué. Si tu fais ça 4 fois par semaine, elle n'a pas bougé pantoute. Est-ce qu'on va devenir plus fort? Oui. C'est garanti juste parce que tu as essayé. Parce que ce n'est pas le mouvement de l'haltère qui est important. C'est le mouvement de ton muscle à toi qui est important. Si tu essaies d'être courageux et ça ne marche pas, si j'arrive ici, là, puis vous n'aimez pas mon speech, puis moi j'ai bien peur de parler en public, puis vous me jetez des pommes puis des tomates, j'ai été brave pareil. J'ai été brave pareil. Hey, c'est garanti de marcher. Ça, c'est le fun pour un dépendant qui a peur de se laisser tomber. Parce que d'être fait comme ça, ça a du bon aussi. Ça a du bon. C'est quoi le bon? Le bon, on a 2 petits gamins de 14 ans qui aiment la musique métal. Tu donnes une guitare électrique à lui, puis tu donnes une guitare électrique à lui. Lui, pour être plein de guitare électrique, il joue 15 minutes. Lui, pour être plein de guitare électrique, il joue 2 heures. À la fin de l'année, c'est qui le meilleur guitariste? C'est lui. Puis c'est même très difficile pour lui de se forcer à faire 2 heures parce qu'il est plein. Il n'a plus envie. Il faut qu'il se pousse. Lui, il a encore envie après 15 minutes en Moses. OK? Ça, c'est le bon côté. C'est probablement pourquoi il y a énormément de gens qui ont réussi, des chanteurs, des musiciens, des gars sportifs qui ont réussi à un très haut niveau parce qu'ils ont été assez chanceux de quand il y avait 4, 5, 6, 7, 8 ans, 14 ans, ils sont tombés par hasard ou avec papa ou maman sur quelque chose qu'ils aimaient super gros et qu'on les a permis d'être excessifs dans le positif. Fait qu'ils deviennent des super bons joueurs de guitare, des super bons joueurs de hockey. Ils jouent 5 heures, samedi, dimanche, ils sont là 5, 6, 7, 8, 10 heures sur la glace dehors. OK? Mais c'est ça que ça prend pour se remplir. Fait que c'est un avantage d'être fait de même. Mais c'est aussi un désavantage d'être fait de même dans certaines circonstances. Au lieu de donner un bâton de hockey à quelqu'un ou une guitare, on donne un Golden Retriever. Il joue avec son chien 5 minutes par jour. Il joue avec son chien 1 heure par jour. Une autre chose que Saint-Exupéry a dit, c'est le temps que tu perds pour ta rose qui fait que ta rose est importante. 5 minutes d'investi, 1 heure d'investi. Le chien prend plus de place dans la vie de qui? De lui. Les chiens, les animaux de compagnie, c'est très, très bon. Ça nous apprend une très grande leçon qu'on doit apprendre à quelque part. Ça nous apprend comment faire des deuils. Parce qu'en général, ils meurent avant nous autres. OK. Quand ils meurent, on perd la relation. Ça fait un plus gros dégât dans la vie de qui, vous pensez? De lui. Puis là, c'est là où est-ce que vous me ressemblez ou que je vous ressemble. Moi, j'ai eu des grosses blessures de mais vous autres, parce que vous autres,
Même une blessure normale de j'ai perdu mon chien est une grosse blessure. Fait que combien d'entre vous ont déjà fait ce que j'ai fait? J'ai pas confiance à personne, je m'enferme, je protège mon cœur, je m'ouvre pas, je m'engage pas, je m'engage dans des relations superficielles ou des tripes de cul ou pas tout à fait. Tu sais, je suis à la piscine avec une jambe dans l'eau puis une jambe sur le côté. Combien d'entre vous ont fait ça? Selon les études, au moins la moitié d'entre vous avez fait ça. Puis au moins la moitié d'entre vous, à cause de ça, vous avez un mal de vivre qu'on appelle anciennement une dysthymie. Maintenant, on appelle ça une dépression chronique. Où est-ce que on n'est pas fier de vivre de même? Parce qu'on vit par la peur. Hein? Je ne m'engage pas à l'aimer parce que j'ai peur que si jamais elle me laisse, ça va me faire mal comme mon chien. Quand mon chien est mort, j'ai eu tellement mal que j'ai eu l'impression de mourir. Je veux surtout pas mourir. Fait que je vais me protéger, je vais embarquer juste un petit peu. Puis 2 ans après, la fille, elle te regarde, puis elle dit, écoute, John, c'est bien une valeur, mais je m'en vais parce que tu n'as pas embarqué. Puis là, tu es là. Ben, attends un peu, là. C'était ma recette, là, pour pas avoir bobo. Là. Sauf que quand tu sors avec quelqu'un pendant 2 ans, tu finis par avoir de l'amour pour eux autres. Hein? Puis là, parce que tu n'as pas embarqué, ça a pété. Puis tu n'as pas embarqué parce que tu ne voulais pas que ça pète. Puis si tu es honnête avec toi-même, tu vas regarder dans le miroir puis tu vas dire « Oh, je pense que je me suis trompé. Ça ne devrait pas marcher de même. » Et là, ben, il va falloir que, à un moment donné, si tu calcules, si j'embarque, qu'on passe du temps, que je l'apprécie, que je ne l'apprécie pas, ça peut péter. Si ça pète, je vais avoir mal pareil. Écoute, je suis aussi bien de vivre le moment présent, puis de l'apprécier pendant qu'il est là. Puis c'est-tu donc drôle? Quand on embarque, quand ils sont là, on a encore moins de chances de les perdre. On peut être bad lucky. Cancer, accident. Ça peut aller mal pareil. Ou l'autre personne, quand t'embarques, tu sais, il y a des fois, là, les filles, vous connaissez ça, hein, un gars qui vous court après pendant des années. Puis à un moment donné, tu te revires de bord, puis tu dis, OK, je vais sortir avec. Puis là, il pointe les quételles, là, puis là, il part dans l'autre direction. Parce que c'est facile d'être à moitié en relation avec quelqu'un que tu cours après, sans jamais les avoir. Et quand tu es là, ben là, il faut que tu deals avec, puis il faut que tu ouvres ton cœur, puis si tu le fais pas, ça va aller mal. OK? Fait que, il y a du bon d'être fait de même, si vous mettez du positif. Il y a du mauvais à être fait de même si c'est juste des choses de consommation, puis c'est pas de travailler votre « j'ai été brave ». OK? Combinaison avoir et être. J'ai été brave, j'ai été brave. Tu fais ça, toi, il faut que tu fasses ça 30 fois, toi, il faut que tu fasses ça 50 fois, toi, il faut que tu fasses ça 200 fois. Mais à un moment donné, votre cerveau décide « je suis brave ». Et là, tu viens de mettre quelque chose là-dedans qui, malgré le trou, passe pas par le trou. Le corps ne digère pas ça. Tu viens de mettre un diamant qui passe pas par le trou. Et plus que tu vas en mettre, plus que tu vas comprendre que ça, c'est juste un contenant. C'est ce que tu mets dans le contenant qui est important. Si tu mets de la boîte, ça va puer. Si tu mets des diamants, tu sais, au début, là, si ça c'est plein de boîtes, puis ça c'est plein de boîtes, puis je te dis lequel tu veux. On va dire, Dr. Sader, je préfère être lui, c'est moins puant. Mais si on s'en va dans un mine de diamants, flouche, lequel tu veux. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, après X temps d'abstinence et de sobriété, la plupart des membres, si on pouvait leur offrir un bâton, une baguette magique pour devenir ordinaire, ils ne veulent rien savoir d'être ordinaire. Parce qu'une fois que tu as appris à être extraordinaire, pourquoi tu voudrais être ordinaire? Mais quand c'était l'alcool, vous avez rêvé souvent d'être ordinaire. Je veux juste boire comme tout le monde. Non, tu ne pourras jamais. Ça ne va jamais marcher. OK? Puis vous restez comme ça. Mais c'est quoi le bon côté? On parle de sérénité. Y en a-tu ici qui ont fait du parachute? Ouais. Sautez-vous avec un parachute? Avez-vous un parachute extra de spare en cas où? Non.
Jamais. Oui, ben oui. T'as pas un parachute extra. Oui. Tout le monde a un parachute de spare. Ils ne vous laissent pas sauter si vous n'avez pas un parachute automatique. OK? Mettons qu'on pouvait sauter avec une parachute que vous avez pliée vous-même et vous n'avez pas un spare. Est-ce que vous êtes serein quand vous sautez? Non. Pas ben le fun, là. Si je l'ai mal plié, oh boy, I'm in trouble. Fait que, même si vous restez déficient, malentendant pour le plaisir, si vous avez un deuxième parachute, ou peut-être votre première parachute maintenant, parce que vous le changez, dans lequel vous êtes heureux. Parce que tout le monde veut être heureux, mais personne ne veut faire... Tu sais, il aimerait ça être capable d'aller chez Walmart acheter, je sais pas, 3 livres de bonheur. OK? Mais ça ne marche pas de même. C'est quoi être heureux? C'est d'être connecté avec les autres, puis c'est d'évoluer toi-même et l'autre et la relation, d'évoluer. Et c'est d'habitude, quand c'est devient le temps de s'ouvrir le cœur, tu sais, quand j'avais 6 ans, puis bon, j'ai vécu des affaires, ben, ça a fait que j'avais l'impression de mourir. Tu as 6 ans. Mais mettons que à 6 ans, tu ne sais pas vraiment c'est quoi être. Être, c'est pour les adultes. Être, c'est être courageux, être honnête, être loyal, être fidèle. Toutes les valeurs de être. Quand tu existes pour vrai, puis ta blonde, elle s'en va, tu as peut-être mal pour mourir, mais tu ne meurs pas. Est-ce qu'on peut perdre notre courage? Est-ce que quelqu'un peut te le voler? Tu l'as laissé dans ton côte à l'extérieur. On peut-tu faire tes poches puis partir avec ton courage, puis ton honnêteté, puis ta loyauté? Ben non, ça ne se perd pas. Même si ta femme, ton chien, puis tes parents meurent dans le même accident cet après-midi, tu vas être triste. Mais tu ne vas pas devenir malheureux. Malheureux, c'est quand on essaye d'être heureux de la malfaçon. Puis la malfaçon, c'est de se prendre comme un alchimiste et penser qu'avec ben gros du plaisir, on va créer un petit peu de bonheur. Ça ne marche pas de même. Ça ne marche pas de même. Le bonheur puis la tristesse, c'est 2 côtés de la même médaille. Quand ton chien meurt, tu deviens triste. Si tu aimais ton chien comme un 2 piastres, tu vas être triste comme un 2 piastres. Mais si tu es capable d'être solide puis capable de tolérer une grosse, énorme tristesse, c'est fantastique parce que tu vas être capable de composer avec une grosse, énorme bonheur. Puis tout le monde veut être heureux grand de même, mais triste grand de même. Avez-vous déjà vu un 2 piastres avec une scène noire de l'autre bord? Moi non plus. Si vous en voyez, je vous les achète. Mais ça ne marche pas de même. Mais si, parce que tu as été tellement blessé, parce que maman, papa se sont divorcés, parce que ta grand-mère favorite est morte, parce que ta blonde t'a laissé, parce que ton chien est mort, si tu as tellement été blessé, à n'en mourir, des fois, on fait l'erreur, comme j'ai fait, de prioriser ne pas être triste. Et là, la vie te donne le choix. Veux-tu un 2 piastres de tristesse ou une scène noire de tristesse? Puis le réflexe, ben, voyons, ça je ne suis pas niaiseux, je vais prendre la scène noire de tristesse. Parce que moi, 2 piastres de tristesse, là, ça va me tuer, là. Fait que donne-moi ta scène noire de tristesse. Puis là, il rentre à la maison, puis là, il sort ça, puis il regarde l'autre bas. Hey, attends un peu, là, une scène de bonheur. En faisant ce choix-là, il vient de perdre 1,99. Ça va mal. Mais tout le monde veut être heureux, puis personne ne veut être triste. Le truc que moi, j'ai trouvé pour moi, là, c'est que le secret du bonheur, c'est de se renforcer tellement à travers nos valeurs de être qu'on ne devient pas tuable et de devenir suffisamment solide que tu n'as pas peur d'une grosse tristesse. Et en fait, quand tu réalises que l'autre côté d'un 2 piastres de tristesse, d'un 2 piastres de bonheur, puis je vous fais le même show, veux-tu 2 piastres de tristesse ou tu veux 2 piastres
ou tu veux une scène noire de tristesse, si vous êtes bright, là, vous allez dire, moi, je le connais, le truc, ça adhère. L'autre côté du 2 piastres de tristesse, il y a 2 piastres de bonheur. Moi, là, je préfère être riche que pauvre. Moi, je prends 2 piastres de tristesse. Quand tu vas t'acheter un chien, là, achète-toi le plus beau chien au monde. Celle qui va te faire vivre énormément de tristesse quand il va mourir. Mais en attendant, étant donné que vous savez qu'il va mourir, vous allez vous enraciner dans le moment présent, puis vous allez l'apprécier, le chien. Puis si tu l'apprécies pendant 10 ans, puis il meurt, tu as eu 10 ans de bonheur, tu vas avoir 6 mois de tristesse. Dans mon livre à moi, ça vaut la peine. Et ça vaut la peine dans le sens de l'effort. Parce que ça prend de l'effort faire ça. C'est tough, s'ouvrir le cœur. Puis de dire, OK, garde, advienne que pourra, mais je ne suis plus capable de vivre dans ma prison où est-ce que je veux surtout pas être triste. Puis ça, c'est comme ça qu'on guérit l'ivresse mentale. Parce que l'ivresse mentale, c'est ça. On va mettre plein d'affaires, on va jouer au tennis 8 heures par jour, puis on va faire ci, puis on va faire ça, puis on va travailler, puis on va s'acheter des voitures sport, on va voyager tout le temps. On va changer de blonde au mois, tu sais. Tu sais, à un moment donné, c'est de s'intoxiquer. On n'est pas en train de guérir quand on fait ça. On est en train de juste pallier, de pelleter d'autres choses là-dedans qui va passer par le trou. C'est ça l'ivresse mentale. C'est pour ça que ça empêche les gens d'avancer. Mais là, si tu as défini un toit, tu as investi dedans, tu existes, tu n'es pas tuable, tu n'as pas besoin d'avoir peur de mourir quand la tristesse arrive. Ça veut dire que tu peux l'assumer. Ça veut dire que si tu es capable de l'assumer, tu es capable d'être heureux. Si tu es capable d'être heureux, tu viens de découvrir une autre façon d'être bien qui n'est pas seulement le plaisir. Là, tu as 2 parachutes. Le bonheur, c'est comme la maison. Le plaisir, c'est comme les bibelots sur le mur. Qu'est-ce qui est plus important? C'est le fun d'avoir des beaux bibelots. Vous allez toujours être des gens qui vont apprécier avoir... Tu sais, San Antonio, quand je suis allé, là, il y avait des meetings à 2 h du matin, 3 h du matin, 4 h du matin, 5 h du matin, 6 h du matin. Vous êtes fous! Sauf si tu es bien, la folie s'empare pas de vous parce que vous pouvez l'arrêter et dire OK, ça suffit. Parce que c'est pas la seule façon que vous connaissez pour être bien. Mais ça, là, ça fait de vous des êtres choyés, hein? Parce que vous êtes ici, là. Mais il y a bien du monde, là. C'est les chars, c'est les femmes, c'est l'argent, c'est les diplômes, c'est fame and fortune, puis c'est tout ça. Puis ils sont profondément malheureux. Mais jamais assez malheureux et malades pour être obligés d'aller en thérapie pour arrêter. Fait qu'ils peuvent vivre 80 ans malheureux, puis passer à côté complètement. Vous autres, vous êtes chanceux, vous frappez le mur avant. Vous êtes obligés, puis ou bien vous allez mourir, ou bien vous allez apprendre comment faire. Puis quand vous apprenez, hey, wow, c'est pour ça que je suis allé en toxicomanie, une des raisons, au lieu d'aller en soins palliatifs. Parce que quand on est en soins palliatifs, puis les gens sont en fin de vie, ils vivent la même affaire. Sauf, ils passent à travers de tout ça, puis ils finissent par s'accepter, puis devenir sereins s'ils ont le temps, puis ensuite ils meurent. Sauf que vous autres, c'est le même processus, mais après ça, vous revivez. Vous avez comme une nouvelle ouverture à la vie, vous apprenez comment vivre. Ça, c'est extraordinaire. OK? Il faut faire attention que ça ne devienne pas un dogme. Un dogme, c'est un peu comme une religion. Si tu n'es pas courageux, honnête puis aimant, tu vas aller en enfer. Alors, tu dis ça à assez de monde, assez de temps, puis là, le monde, ils finissent par vivre comme ça, mais ils ne savent pas pourquoi ils vivent comme ça. Juste parce qu'il y a quelqu'un qui a fait peur à grand-papa, qu'on va aller en enfer. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? C'est que les gens, ils oublient,
Puis à un moment donné, tu as fiston qui demande à papa, ben papa, pourquoi c'est important d'être courageux? Je ne sais pas, moi le prêtre, il m'a dit ça. Là, on est dans le dogme. Puis quand on oublie, parce que ça a juste été dicté, c'est de valeur, mais il faut comme réapprendre. Puis ça recommence. OK? Fait que, un des trucs pour apprendre à développer, c'est quoi l'opportunité? L'opportunité. Une unité avec une porte qui est open. C'est ça, une opportunité. Oh, c'est intéressant. Fait que votre maladie est une opportunité. C'est quoi l'opportunité de faire des muscles? Faut qu'il y ait de la résistance. Est-ce que je peux lever le stylo 4 millions de fois puis devenir Schwarzenegger? Ça ne marche pas. Hein? Il va falloir qu'il y ait de la résistance. C'est quoi l'opportunité du courage? C'est la peur. Combien de monde ici sont allés voir leur médecin en disant « Docteur, j'ai peur, j'ai besoin de pilules. » Puis moi, je leur dis « T'as peur? Bien plus peur que les autres. T'es donc bien chanceuse. » Ah là, puis là, elle m'aime pas. Au début, elle m'aime pas. Comment ça, chanceuse? Ben, ouais, mais c'est parce que la vie t'a donné des haltères plus pesantes que tout le monde. La force du courage, puis le poids de l'anxiété. Si tu lèves ces haltères-là, tu vas devenir plus fort que tout le monde. Est-ce que tu préfères être très forte ou peu forte? Ah, j'ai jamais vu ça de même. Bien, c'est ça. On va essayer de voir. On va essayer de mettre les yeux de ce qu'on appelle la pleine conscience, là, d'être conscient que parce que c'est pesant, il ne faut pas chialer. Il faut juste dire, parce que c'est pesant, c'est une opportunité pour moi de devenir plus fort. OK? C'est quoi l'opportunité du calme? Bien, c'est la tempête. Quand il y a un feu ici, là, tout le monde capote. Là. Tellement là, qu'il y a 20 personnes dans le coin puis ils essayent de sortir par là-bas. Ça va pas bien. C'est juste celui qui est calme qui va dire « Attends, là, suis-moi, là, viens ici, là, on va sortir par là-bas, ça va être mieux. » OK? L'opportunité de développer son sens de calme, c'est la tempête. L'opportunité de développer ton honnêteté, ta loyauté et ta fidélité, c'est d'avoir accès à un gain qui ne te revient pas. La petite fille au dépanneur t'a donné du change pour un 20, puis tu y avais seulement donné 5 piastres. Là, tu as une décision. Là. Personne n'a vu. Là. Est-ce que tu vas garder le 15 piastres en trop, puis dire « Ouais, hey, yes, casino » ou est-ce que, et en faisant ça, c'est bien de valeur que tu le réalises ou non, tu viens de laisser ton intégrité sur la table. Ou tu y remets le 15 piastres, puis tu pars fier de toi en disant « Écoute, j'ai eu une opportunité pour prendre avantage d'une situation, ça ne me revenait pas, je ne l'ai pas pris, je suis fier de moi. » Tu te fais cruiser, tu es marié, tu te fais cruiser, tu dis non merci. Tu es bien fine, mais non merci. Bien, tu sens fier après. OK? Le besoin, c'est plate, il y a du monde dans le besoin, mais si on voit ça comme une opportunité d'être généreux, c'est bon qu'il y ait du monde dans le besoin. Pas dans le besoin extrême, mais dans le besoin pour qu'on puisse leur donner quelque chose. C'est pas mauvais. Les conflits, ça nous permet d'être paisibles. Nos erreurs nous permettent d'accepter notre humanité. Quand on fait des super de bons coups, ça nous permet d'accepter, d'être humble. Puis juste dire, écoute, oui, je suis là, mais si ce n'était pas pour ça, je ne serais pas ça aujourd'hui. Fait que c'est peut-être pas juste moi qui est responsable pour ça. Il y a peut-être bien du monde qui sont responsables pour ça. Fait que il faut apprendre à voir pas les problèmes comme des problèmes, mais des problèmes comme des opportunités. Des opportunités d'être. Plus qu'on est, moins qu'on est tuable, plus qu'on est ça. Tu sais, si je pogne une pierre dehors, là, grosse de même, là, puis je monte au 27e étage, puis je l'échappe, elle va être encore intacte hein, en bas. Elle ne brisera pas. Mais si tu prends un œuf qui est vide, puis tu l'échappes, oh boy, ça va faire un dégât. OK? Fait qu'à un moment donné, c'est important,
si on est solide, on ne devient pas tuable. Si on n'est pas tuable, on peut s'engager. Si on s'engage, on peut avec nous, les autres, nos valeurs, leurs valeurs, on va se développer, puis on va finir par être heureux parce qu'on va se sentir connecté à nous, à des choses à l'extérieur de nous, puis aux autres aussi qui partagent les mêmes valeurs. Fait que c'est ça, comme ça qu'on passe par-dessus l'ivresse mentale. Alors, il faut, au lieu de critiquer les gens qui sont comme ça, ils sont souffrants. Puis ils s'en rendent pas compte. Là. Il y en a qui font des millions en ivresse mentale, mais ils sont pas bien. Fait qu'il faut trouver une façon de les aborder et d'aborder leur souffrance avec eux autres, parce qu'à quelque part, ils n'ont pas compris que c'était pas suffisant juste arrêter le conseil. Juste arrêter, là, c'est le début. Là. C'est bâtir tout le reste pour pas corriger un état, parce qu'on ne peut pas corriger un état, mais on peut recover. On peut mettre un autre bonheur, puis là, le trou, il n'est pas important. Il n'est même plus là. Fait que c'est ça que j'avais à vous dire sur l'ivresse mentale aujourd'hui. J'espère que ça a comme brassé des petites affaires. J'espère que vous êtes capable de voir ça comme ça. J'espère que ça vous a aidé à voir les choses. OK? Maintenant, probablement, je ne sais pas quel pourcentage de monde dans le mouvement sont comme ça. La grande majorité que je connais sont comme ça, mais pas tous les membres sont comme ça. Tu sais, il y a du monde qui ont le bonheur facile, le plaisir facile, mais les autres, ils ont bu parce qu'ils étaient bien anxieux. Puis ils ont un problème d'anxiété. Et ils n'ont pas bu pour les effets plaisants de l'alcool, ils ont bu seulement pour les effets de calmante de l'alcool. Ces gens-là, leur thérapie n'est pas pareille. OK? Oui, c'est important qu'ils investissent dans leurs valeurs parce que tous les êtres humains doivent faire ça. Mais ce n'est pas autant. Eux autres, il faut vraiment là, qu'ils travaillent beaucoup leur bravoure, beaucoup, parce qu'ils ont beaucoup d'anxiété. Mais ce n'est pas le même. C'est de la dépendance, mais ce n'est pas exactement pareil. OK? L'autre chose qu'il faut faire attention avec l'ivresse mentale, c'est que des fois, il y a des gens qui ont des maladies, des troubles anxieux, de la bipolarité, du syndrome post-traumatique, des vrais problèmes psychiatriques que personne n'a nécessairement mis le doigt dessus, et on peut confondre ça avec l'ivresse mentale, parce qu'ils ont de l'air juste pas bien. Mais c'est pas de l'ivresse mentale. C'est d'autres choses. Mais il faut que ce soit traité aussi, parce que si on ne le traite pas, ça va être difficile pour eux autres d'être assez stables pour travailler le reste. OK? Puis ça a beaucoup changé depuis les 40 dernières années. Il y a 40 ans, quelqu'un qui prenait du lithium puis allait au AA, là, c'était inacceptable là, pour bien des membres. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins inacceptable. Fait que c'est à peu près ça que j'avais à vous dire. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Oui. Ça lance? Je voulais savoir si vous avez un livre. Oh, j'ai pas de livre. Le livre des alcooliques anonymes est sûrement proche de ce que Écoute, ça va venir un jour. J'ai encore 3 enfants, j'ai ma femme, je travaille, on a des contraintes, disons, dans le milieu médical, qu'il faut travailler comme des fous à cette heure. Puis il y a des contraintes dans le monde médical de la toxicomanie. Il nous manque de docteurs. Fait que ma première priorité, ça va être de créer un contexte où est-ce qu'on va être capable d'avoir plus de médecins pour vous aider, parce que je ne peux pas traiter la province en entier. Non, mais c'est vrai, tu sais. Puis j'enregistre, comme ce soir, j'ai enregistré mes affaires. J'enregistre quand je vais au meeting, puis que je me donne des présentations, parce qu'à un moment donné, tu sais, j'ai toujours été contre ça, enregistrer ce que je faisais,
Parce que quand on enregistre les choses, des fois, les gens sont moins portés à écouter parce que vous avez déjà fait ça, sûrement. Moi, j'ai fait ça souvent, acheter un livre puis pas le lire. Enregistrer une émission de télé puis jamais l'écouter parce que je l'avais. Hein? Quand on a quelque chose, des fois, on le néglige. Mais quand on l'enregistre pas, ça nous force à être dans le moment présent. Au lieu de dire « Ah, Dr Sader, c'est pas grave, je vais l'écouter un autre jour. » Puis à un moment donné, Dr Sader, il n'est plus là. Puis c'est les écrits qui restent. Hein. Fait que j'ai décidé que oui, je vais commencer à enregistrer mes affaires. Puis à un moment donné, vous allez pouvoir avoir accès, puis tout ça. Puis oui, à un moment donné, il va y avoir un petit livre. Parce que moi, ce que je fais, mon travail là, de fond, là, c'est d'essayer de rendre les gens heureux. Ou en tout cas, les aider à découvrir comment se rendre heureux eux-mêmes. C'est ça que je fais à journée longue. Je ne fais pas de la toxicomanie. J'apprends au monde à être heureux. Je vous remercie d'avoir pris des exemples qui sont très auxquels on peut s'identifier, qui donnaient une meilleure idée, qui rendaient ça plus facile de comprendre ce que vous essayez de communiquer. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci, Solange. Merci beaucoup, docteur. Doris, excuse-moi. Oui, il y a quelque chose que, premièrement, vous en remerciez, j'ai compris bien des affaires sur l'ivresse mentale. C'est la manière de parler de voir les valeurs qu'on a. Ça m'a aidé énormément. Puis qu'est-ce qui a dû me frapper en dernier? C'est un ami que je connais. Tu sais, c'est pas cool, je veux pas un autre ami, là. Mais lui, il est maniaco-dépressif. Tu sais, puis il y a des amis qui disent tu devrais être traité, disons, avec beaucoup de spirituel, puis de la messe, puis tout ça. Mais il reste toujours pareil. Tu sais, puis moi, j'avais attendu que quelqu'un comme vous, à un moment donné, il y a quelque chose des fois que c'est trop fort pour un alcoolique, il faut qu'il sait traiter. Mm-hmm. Tu sais, ça attaque le cerveau. C'est plus malade que la maladie. Ouais. Hein? Puis personne ne veut prendre des médicaments. C'est humiliant de prendre des médicaments. Mais d'après vous, il serait mieux de prendre des... La maladie bipolaire, là, le cerveau, il y a des maladies psychiatriques qui, le cerveau est ainsi fait. OK? La maladie bipolaire, la schizophrénie, les obsessifs compulsifs sévères, leur cerveau n'est pas fait pareil. Puis juste faire de la thérapie, oui, ça va aider, mais c'est rarement suffisant. OK? Puis ils ont besoin, puis c'est tough là, de dire je suis bipolaire, parce qu'écoute, quand tu es sur un high de bipolaire, c'est pareil comme être sur la coke. Hein? Fait que, ils n'aiment pas les downs, mais ils aiment bien gros les highs. Puis on se retrouve avec le 2 piastres puis la scène noire. Je veux juste des highs, mais pas de down. Tu peux-tu m'organiser ça, Dr Sader? Pas vraiment. Je l'ai invité à venir ici, tu sais, parce que quand on parle d'ivresse mentale, je ne vois pas du je suis une grosse ivresse mentale, il est conscient. Il est conscient. Incluez-vous les tags là-dedans, les troubles anxieux généralisés? Là? Non, les tags, je pense pas que... En tout cas, peut-être on pourrait dire entre les deux. La plupart de mes expériences avec des tags, c'est des gens qui ont vécu beaucoup d'instabilité à la maison. Papa, maman qui chicanent. Toujours, l'enfant grandit avec des inquiétudes. Il devient un inquiéteur parce que la vie l'a formé de même. Maman était une hyper inquiéteuse. Attention à ça, attention. À un moment donné, le kid, là, il devient tanné de sa mère, là, puis il dit, OK, garde, maman, là, je te promets, je ne traverse plus jamais la rue. Comme ça, tu n'as plus jamais besoin d'avoir peur que je me fasse frapper. Là, c'est pas ça qu'elle veut, hein. Mais les tags, donc, de l'intimidation à l'école, des combats, ça peut même être un problème physique. On peut avoir les jambes déformées puis d'être obligé à 1 an d'apprendre à marcher avec des jambes toutes croches. Puis l'enfant, il faut qu'il force quelque chose, que c'est naturel. Ils apprennent un peu à être des batailleurs. Et malheureusement, il y a plusieurs formes de tags. On ne peut pas élaborer aujourd'hui, là, mais il y a des gens qui font du ressentiment maladif. Ils se lèvent la nuit pour haïr la fille qui, il y a 20 ans, a porté la même robe de balle qu'elle. Wow, les moteurs, c'est malade, ça. Ça, c'est une forme de tag. C'est une forme d'anxiété généralisée, mais on pourrait appeler ça un trouble de ressentiment généralisé. OK? Mais c'est la même chose qu'un tag. Puis la façon de dealer avec ça, des fois, on est obligé de prendre des médicaments, mais à court terme.
Pour eux autres, moi, la façon que je vois la médication, c'est comme une veste de flottaison. Tu viens me voir, tu es en train de te noyer, que ce soit dans le ressentiment, la violence, les inquiétudes, tu es en train d'empester la vie de tout le monde. Prends un médicament à base d'adrénaline, parce que ton cerveau, il est devenu trop gâté à l'adrénaline, tu as besoin de plus que la normale, parce que tu es devenu gâté à ça quand tu étais jeune. Ensuite, on va apprendre qu'il y a des adrénalines négatives, puis des adrénalines positives. La cortisone. OK? Non, pas la cortisone. Adrénaline positive. Mettons, adrénaline négative, s'inquiéter. Adrénaline positive, lire des polars, voir des films suspense, aller à la ronde. La fuite, fuir quelque chose. Oui, mais on peut aussi courir après quelque chose. On peut faire de la compétition. C'est de la bonne adrénaline, ça. Dans le combat, on peut se battre avec la mairie, mon voisin, mon chien, mon chat, ma souris, ma femme, whatever. Ou je peux me battre pour les sourds-muets du Québec. Je peux me battre avec mon corps, puis aller au gym de boxe, puis m'entraîner, puis sortir mon besoin d'adrénaline dans le gym. Je peux faire des combats mentaux, des énigmes, des sudoku. C'est des combats positifs. Puis, la dernière source d'adrénaline, c'est la sexualité. Souvent, ces gens-là ont des grosses libidos, mais tu peux avoir 8 partenaires différents dans un mois, ou tu peux apprendre que si tu aimes quelqu'un vraiment très, très, très fort, des fois, tu peux faire l'amour, puis des fois, tu peux baiser. Puis baiser quelqu'un que tu aimes, c'est encore mieux que baiser quelqu'un que tu n'aimes pas. OK? Mais ça, donc, c'est du Q positif versus du Q négatif, Tinder, genre comme. OK? Et une fois que la personne réussit à mettre au moins 2 de ces affaires-là dans sa vie pour ne pas sauter avec un parachute, pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, là, on enlève la médication, un peu comme tu viens me voir, tu te noies, je te mets une veste de flottaison, mais il ne faut pas arrêter là, il faut prendre des cours de natation. Une fois que tu sais nager, j'enlève ta veste, puis tu n'en as plus de problème. Oui, tu as besoin de plus d'adrénaline que dans ta vie qu'un autre, mais tu as trouvé des façons positives et constructives d'aller la chercher. Tu n'as plus besoin de pilule. T'es guéri. Mais tu as le même. Mais tu es un anxieux, mais tu es plus courageux que les autres. Tu comprends? On avait une autre question. Oui, je vous remercie beaucoup pour... moi, ça m'a beaucoup éclairé. Puis je me demandais... comme, tu sais, vous dites que, bon, la plupart des alcooliques, souvent, c'est que la dopamine dans le cerveau, Elle passe pas aussi facilement. Mais est-ce que ça peut aussi avoir rapport à la sérotonine? Bien, tu peux avoir des gens qui n'ont pas juste le problème de hypodopamine. Ils peuvent aussi avoir des problèmes de sérotonine ou d'adrénaline ou d'endorphine. Les patients ne sont pas purs. Fait que tu peux avoir un côté perfectionniste, obsessionnel, qui va changer la donne de ce que le médecin... Puis dépendant comment c'est grave, le médecin peut le traiter ou pas le traiter. Tu sais, si c'est pas trop grave, devenir obsédé sur du mouvement, genre 90 meetings, 80 jours, c'est peut-être pas mauvais. Tu comprends? Ouais. Fait que des fois, tu peux choisir de laisser quelqu'un avec un peu d'obsessionnalité parce que ça peut lui servir. Mais à un moment donné, quand ça devient trop, ça devient problématique, puis là, il faut les aider un petit peu. OK, bien, c'est parce que moi, je me suis fait dire que si j'avais un problème, mettons, quelqu'un a un problème de sérotonine, que la sérotonine, elle se promène pas bien, qu'il faut que tu prennes de la médication pour le reste de tes jours. Pas nécessairement vrai, ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui traite. C'est-à-dire, ou je dirais, non. Il y a beaucoup de monde qui traite, il n'y a pas assez de monde qui soigne. La racine du mot « soigner », c'est « soi ». Alors, il faut apprendre à la personne de développer son soi aussi. Et ça va plus loin que juste, prends la pilule puis va-t'en. Dans le monde moderne, les médecins sont tellement pressés, les médecins n'ont pas eu en leur défense, là, beaucoup de formation là-dedans. Il y en a qui sont carrément pas bons là-dedans.
Malheureusement, il y a aussi des psychologues puis des travailleurs sociaux qui ne savent pas nécessairement comment faire ça, mais ils sont supposés. C'est pas tout le monde qui a l'argent pour voir la psychologue. Fait qu'à un moment donné, faudrait, là, pour régler ça, là, il faudrait qu'il y ait une solution comme culturelle. Puis, il y a des choses que j'ai été témoin, ce qui est bien intéressant. On a bien de la misère à faire des deuils. Moi, mes enfants, quand ils ont appris à jouer au hockey, ça m'a frappé. J'ai dit, Moses, on est mieux avec nos joueurs de hockey qu'on est avec la population générale. Dans mon coin, les 2 premières pratiques, quand tu as 4 ans puis tu embarques sur la glace, là, savez-vous c'est quoi? Non. Tout le monde à terre. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui a réalisé que quand tu mets les gars sur la glace, ils veulent absolument pas tomber. Fait qu'ils patinent de même pendant 1 heure. Puis là, papa, je suis pas tombé. Puis ils sont tous fiers. Ouais, t'as pas patiné. Alors, ils se sont dit, sais-tu, on va faire le deuil de tomber. Tout le monde à terre. Quoi? On est supposé ne pas tomber. Non, non. On va t'apprendre à te relever. Et une fois que tu sais comment te relever, puis tu fais une course avec quelqu'un qui n'a pas appris ça, on le garoche la rondelle dans le coin, il y en a un qui patine, il fait 10 pas, il tombe, il se relève, il fait 20 pas, il tombe, il fait 3 pas, il tombe, il a tombé 6 fois. Mais il y a la rondelle. Puis l'autre, je suis pas tombé! Regarde, papa, je suis pas tombé! On veut tous pas tomber. On veut tous pas être tristes. Il faut apprendre à être plus fort et être capable de se relever. Parce que si tu es capable de te relever, tu n'as pas besoin d'avoir peur de tomber. Et c'est comme ça qu'on fait mieux avec nos joueurs de hockey. On n'a pas d'allure. Vraiment. Je suis pas un expert sur le Canadien. Ils me font souffrir cette année. Jacques, est-ce que tu avais une question? Ben, d'ailleurs, c'est Philippe, mais... Philippe, oui, excuse-moi. c'est pas l'abandonner, mais j'ai tout aimé la relation entre la dopamine et l'enzyme. Ouais. La dopamine est souvent associée à la recherche du plaisir. Mm-hmm. Est-ce que la recherche du plaisir associée à la dopamine et certains comportements permettent de justifier le reste mental? Ça, je parle d'abstinence, dans un contexte d'abstinence. Ben oui, parce que le gars, sa dopamine, il en a besoin. Il ne faut pas qu'il consomme. Fait que, ou bien il va trouver quelque chose qui va stimuler sa dopamine, donc il va y faire beaucoup plaisir, puis il va en manger. Mais tant qu'il fait ça, il ne va jamais développer son bonheur parce qu'il n'a pas de besoin. Ou ben donc, puis il va devenir pas du monde, là, parce que là, il va devenir accro au travail, accro au golf, accro à Isabelle. Doesn't matter. Mais s'il ne fait pas, puis mettons qu'il veut pas, en plus, il ne veut pas devenir accro sur d'autres choses. Là, en anglais, on appelle ça white knuckle sobriety. Un gars qui a les jointures toutes blanches, parce que lui, son idée de l'abstinence, là, je consomme pas. C'est le gars, le meeting commence à 8 heures, là, il arrive à 7 heures, puis il est déjà en train d'écouter. Ça n'a pas de bon sens. OK? Il fait tout, il pense juste à se retenir. Puis c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut, OK, va dans le positif, mais je t'ai dit que tu avais le droit de jouer au golf 5 fois par semaine. Mais il faut que tu joues au golf avec tes valeurs. Ça veut dire, il faut que tu comptes tous tes coups. Il faut que tu sois généreux avec ton chum qui a manqué son pote de 2 pieds parce qu'il y a un avion qui a passé par-dessus. Tu bouges pas ta balle quand personne te regarde. Tu joues pas des coups safe autour du lac parce que tu vas battre ton chum si tu joues 4 coups safe autour du lac. Tu passes par-dessus le lac. Parce que l'important, c'est que tu te couches le soir en disant « J'étais assez brave pour passer par-dessus le lac. » Au lieu de « J'ai battu mon ami, j'ai eu le verbe avoir, le meilleur score. » Mais t'as agi en poule mouillée. OK? Fait qu'il faut jouer
au golf ou whatever, en mettant en action ton mode de vie. Il faut jouer avec honnêteté, loyauté, fidélité, générosité, amour. Tu ne jettes pas tes bâtons dans le lac quand tu manques ton coup. Et donc, le avoir, le faire son golf, ça l'aide dans l'expression puis dans la pratique de son avoir. De la même façon qu'un gym, ça ne sert à rien. Tu prends l'haltère, tu l'enlèves, puis quand tu as fini, tu la remets à la même place. Il n'y a rien qui a changé, sauf toi. OK? Donc, l'activité positive dopamine joue le rôle de te renforcer dans ton mode de vie. Mais est-ce que ça peut toujours avoir les mêmes comportements qui relèvent de l'ivresse mentale, ne peuvent pas trouver leur explication dans la recherche de la dopamine? Ben, oui, ils peuvent. Ben oui. C'est juste qu'ils ne la trouvent pas de la bonne façon. Exactement, c'est ça. OK? Ils la trouvent, mais d'une façon qui est pas le fun pour personne, même pas pour eux autres. C'est pas le fun de toujours avoir l'impression que tu cours après ta queue tout le temps. Tu sais, tu spins. Tu sais, une toupie, là, tu tournes ça, là, ça spin, là, puis ça va nulle part. Mais ça bouge en masse. Ça va nulle part. Oui. Malheureusement, on ne peut pas vous lire. Vous n'avez pas d'écrit, comme vous disiez, mais vous avez des enregistrements, fait que j'imagine qu'on vous trouve sur YouTube. Non, pas encore. Je n'ai pas encore mis ma fille là-dessus. mais je fais partie d'un groupe qui s'appelle Sober Lab. Sober Lab. Aujourd'hui, sur Sober Lab, il y a quelque chose que j'ai écrit sur le suicide, parce que c'est la semaine du suicide. Il y a un peu mon histoire, puis l'histoire de la toxicomanie décrit, qui est apparue il y a 2 semaines. Tu peux aller voir, ça fait partie, on est en train de se faire une banque de choses de même. Sober Lab, est-ce que c'est sur Internet? Oui, c'est sur Facebook. Facebook? Oui. Puis avec Facebook, la façon qui fonctionne, c'est qu'il y a des liens. Tu cliques le lien, ça t'emmène au site. Le site, c'est soberlab.ca. C'est pas .com. .ca. Puis là, vous avez plein d'entrevues. OK? Puis on va juste en faire plus. C'est en anglais? Non, c'est en français. Oui. Ouais. Je ne veux pas vous mettre de pression sur vos écrits, mais par manque de médecins, si vous aviez un livre, je pense que vous aideriez bien du monde sans nécessairement avoir besoin de plus de médecins. Tu as tout à fait raison. Non, mais oui, tu as raison, mais ça prend les deux. Ça prend les deux. Fait que là, d'enregistrer les affaires au fur et à mesure, d'écrire des affaires au fur et à mesure, ça, à un moment donné, il va en avoir assez que je peux donner ça à un copain, là, puis écoute, mets-moi ça tout ensemble, là. Puis c'est peut-être comme ça que ça va se passer. Fait que vous allez faire ça hier? Oui, c'est ça. Oui, puis il paraît qu'il est millionnaire à part ça. Hey! Merci beaucoup. C'est